Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, William Lajanne, il est co-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Bretagne. Il est avec nous ce jeudi matin au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie, bonjour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, on va parler de plusieurs sujets. William Lajanne, on parlera évidemment d'Europe Écologie Les Verts avec une nouvelle présidente. Je ne sais pas si c'est une présidente. Secrétaire nationale. Secrétaire nationale à Europe Écologie Les Verts. On en parlera tout à l'heure. Mais je voulais vous entendre tout d'abord sur cet arrêt du projet, le projet Horizon à Callac. Vous avez été un petit peu porteur, en tout cas fer de lance dans ce projet au niveau d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, j'imagine que l'arrêt de l'accueil des réfugiés à Callac, c'est pour vous une déception, un échec quelque part ? Oui, c'est une triste nouvelle que l'on a appris la semaine dernière, hein, comme le reste de la population. On a... porteur, non, c'était... soutien, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Soutien, on a été mobilisés à chaque fois qu'il a fallu. Mais malgré tout, on voit que ces mobilisations n'ont pas suffi. Elles étaient transpartisanes, très largement relayées. Pour une petite commune comme Callac, la pression finalement a été très lourde aussi, faut l'avouer. On va mettre les mots, c'est l'extrême droite de la France entière qui en a fait son cheval de bataille. Oui, parce que c'était connu au-delà des frontières bretonnes, tout à fait. cet accueil possible des réfugiés à Callac. Voilà, et lors de la dernière manifestation d'extrême droite, ils ont fait venir des, entre guillemets, têtes d'affiche du fascisme de partout en France. Et ils ont réussi à instaurer une ambiance assez nauséabonde et toxique, allant jusqu'à la menace d'élus. Voilà leur méthode, en fait. Méthode inquiétante, s'il en est. Ah, mais tout à fait. Faire plier les pouvoirs publics lorsqu'ils portent des projets d'accueil aux valeurs humanistes, c'est parfaitement abject. Ça va à l'encontre des valeurs de la République, tout simplement. Les élus ont plié, alors je ne sais pas, le terme est peut-être un peu fort, mais ont plié devant la menace, ce qui, à vos yeux, effectivement, est regrettable. Est-ce que ça dénote aussi un climat tel qu'on le ressent aujourd'hui en France, qui va même au-delà de l'accueil des réfugiés ? C'est sûr que ces derniers mois, même ces dernières années, on sent que ce type de mouvement, pour le moins xénophobe, si ce n'est à tendance fasciste, monte petit à petit, concerne des zones géographiques, de notre territoire qui ne sont absolument pas concernées par les problèmes qui sont portés par ces mouvements idéologiques. Donc c'est assez étonnant. Mais la situation ne peut pas rester comme ça. Il faut que les gens reviennent à la raison. Après, voilà, il y a des raisons sous-jacentes bien plus compliquées. Je peux comprendre qu'il y ait des tensions au sein de la population, qu'il y ait de la méfiance. Il y a une peur, quelque part. Oui, voilà, il y a une peur. Mais quand on est mis en compétition avec son prochain tous les jours, qu'on nous dit justement que cette compétition va durer encore 2 années de plus sur le marché du travail, alors qu'il y a déjà un taux de chômage, de précarité grandissant, oui, c'est normal qu'on ait peur en fait pour ces conditions de vie. Mais se confronter aux personnes qui sont dans des situations encore pires que nous, c'est-à-dire les réfugiés qui cherchent juste à vivre en paix, c'est vraiment se tromper d'ennemi. Je vais me faire un petit peu... Allez, vous allez peut-être me tirer des oreilles, William Lajanne, mais est-ce que si demain on avait accueilli par exemple des réfugiés ukrainiens, les choses se seraient mieux passées ? Est-ce que c'est une question de couleur de peau, pour parler franchement ? Ah ben ça, oui, effectivement, quand on voit le nombre de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés dans l'Union européenne suite à l'invasion russe, et que ça n'a posé aucun problème diplomatique, alors que 40 personnes qui arrivent à Lampedusa, c'est un drame. Oui, effectivement, on peut légitimement se poser la question de la couleur de peau, mais là encore, la question ne devrait absolument pas se poser. On reste tous humains, on est tous confrontés...
Malheureusement, certains et certaines d'entre nous sont confrontés à des situations dramatiques, de conflits, mais aussi à des problèmes climatiques qui rendent les pays invivables. On va en parler, William Langean, parce que Voilà. justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de géopolitique, de guerre, effectivement, avec cette guerre en Europe qui dure encore bientôt un an maintenant. Est-ce que demain, il va falloir aussi qu'on change les mentalités pour accueillir ces réfugiés climatiques qui viendront forcément du Sud, là où il ne sera plus possible d'avoir une vie, allais-je dire, normale? C'est d'ores et déjà le cas en fait dans plusieurs pays, hein, quand on voit ce qui s'est passé au Pakistan, au Bangladesh, mais je pense aussi à des pays d'Afrique équatoriale qui ne sont plus vivables tout simplement l'été. Oui, il faut se préparer à ça. Alors, les migrations en général se font de frontière à frontière. Hein, à part les Occidentaux, très peu de gens ont la capacité de déménager dans des pays très lointains. Mais au-delà de ça, il va aussi de notre responsabilité historique. Il ne faut pas oublier que l'Europe a quand même était le premier lieu d'émission de gaz à effet de serre et donc premier responsable du réchauffement climatique dans l'histoire. Alors maintenant, on exporte notre production dans d'autres pays et on peut leur faire peser ça, mais ça reste un mensonge. On a une grosse responsabilité dans le réchauffement climatique et donc dans des conditions de vie de plus en plus difficiles pour bien des populations. Donc oui, il en va de notre devoir aussi de les accueillir. Alors William Langean, on va en parler tout à l'heure de réchauffement climatique parce que c'est quand même aujourd'hui la grande préoccupation, j'allais dire en France, mais bien au-delà évidemment, des populations. Je voulais revenir sur l'accueil des réfugiés avec un projet gouvernemental baptisé Ville Thaïs, je pense l'avoir à peu près bien prononcé. Quel regard vous portez sur ce projet-là, à Europe Écologie Les Verts ? Eh bien, s'il y a bien un projet porté par le gouvernement avec lequel on peut être en accord sans trop de difficultés, c'est celui-là, effectivement, qui consiste à donner l'opportunité à des petites communes rurales qui démographiquement sont en perte de population, justement de renouveler, de retrouver un second souffle grâce à l'accueil de familles réfugiées et à leur donner les moyens aussi de leur intégration. Donc oui, on est tout à fait pour la multiplication de ce type de projet. Comme on le disait à Calac, bon, c'était pas exactement la même démarche, mais... Il y avait un projet privé à Calac, porté par des personnes privées. Mais l'objectif final était très similaire. Donc oui, nous sommes tout à fait favorables à la multiplication de ce type de projet sur tout le territoire. Est-ce qu'il faut expliquer l'accueil justement des réfugiés, alors fût-ce dans les petites villes, les petits villages, où forcément il y a un choc culturel aussi? Oui, bien sûr. Et puis en termes de pourcentage de population, mathématiquement, ça a un impact plus fort dans une petite commune que si c'était dans une préfecture comme Saint-Brieuc, par exemple. Donc oui, de la pédagogie est nécessaire, dédramatiser la chose, montrer que, en fait, une famille, peu importe d'où elle vienne dans le monde, elle a les mêmes préoccupations qu'une famille française, qu'une famille bretonne. Ça va être s'occuper des enfants, faire en sorte qu'ils aient une bonne alimentation, une bonne école, et que les parents puissent trouver du travail. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que les médias, finalement, et là je balaie devant nos portes, à nous autres, les médias, les journalistes, est-ce que finalement on porte une part de responsabilité dans cette peur de l'étranger ? Alors, vaste question. Bretagne 5, je ne pense absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y a des chaînes d'information détenues d'ailleurs par un riche homme d'affaires breton, pour ne pas le citer, qui eux ont clairement tendance à dramatiser des choses qui n'ont pas lieu d'être, à créer de fausses tensions. À quel but ça je laisse Vincent Bolloré nous expliquer quel est son schéma politique derrière. Mais oui. Clairement, il y a une responsabilité médiatique dans ces tensions au sein de notre population. Ouais.
Voilà, donc là aussi, un travail de réflexion sans doute à avoir. On va parler d'Europe Écologie Les Verts, parce que vous êtes aussi là pour ça, William Lajanne. Marine Tondelier a pris la tête d'Europe Écologie Les Verts. La question est simple, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, c'était suite donc au congrès qui a eu lieu en fin d'année 2022. Et effectivement, alors Marine Tondelier représente la poursuite, si je puis dire, de ce qui a été engagé par son prédécesseur Julien Bayou, mais elle va aussi donner un nouveau souffle au mouvement, et notamment en engageant les États généraux de l'écologie. Donc, qui sont un grand mouvement de refondation en fait de ce parti écologiste qui est Europe Écologie Les Verts, parce que je pense que tout le monde peut le constater, nous avons eu des réussites électorales, mais de là à devenir majoritaire dans le pays, nous en sommes encore loin, malgré maintenant 40 ans d'existence. Donc il faut peut-être se poser des questions sur nos fonctionnements, sur notre électorat aussi, notre manière de porter nos idées et de lutter. Donc en fait, c'est toute cette démarche qui va être entamée à partir de la fin du mois, pour à peu près un semestre, se rapprocher des mouvements climat, en fait, des mouvements de jeunesse, de tous ces jeunes aussi qui ont fait des grandes écoles et qui refusent de travailler pour des multinationales on le voit très avec, polluantes, etc. Voilà, on le voit avec certains ingénieurs agronomes, de jeunes ingénieurs qui disent stop, nous on veut bien mettre l'agronomie au service de tous, mais pas de cette façon-là. C'est ça, mais l'agronomie, l'informatique, plein de têtes bien faites et bien remplies qui prennent conscience justement de l'impact environnemental et social du travail qu'ils pourraient avoir et qui refusent justement d'être nuisibles pour le monde et la société. Mais c'est bien plus large, hein. Il y a des milliers de personnes de tout âge qui sont engagées dans les mouvements environnementalistes et qui aujourd'hui ont du mal à faire le lien avec l'écologie politique. Donc pourquoi ce lien ne se fait pas ? Ça va être la première question qu'on va poser à ces personnes-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on refuse de travailler pour une multinationale, quand on lutte localement pour le maintien d'une rivière, contre l'installation ou l'extension d'une porcherie, en fait, on fait de la politique. Qu'on le veuille ou non, on fait de la politique. Et en l'occurrence, on fait de l'écologie politique. Donc, pourquoi est-ce que le relais jusqu'à présent a été difficile à faire avec Europe Écologie Les Verts et d'autres formations politiques écologistes? Ça, c'est la grande question qu'on va poser. Et s'il faut qu'on change nos modes de fonctionnement, nos modes d'accueil, nos modes de lutte, eh ben on le fera. Il y a aussi l'électorat, qui n'est pas forcément l'électorat privilégié d'Europe Écologie Les Verts. On a des gens de droite qui font aussi à leur façon de l'écologie. Est-ce que vous avez envie d'aller leur tendre la main, de discuter avec ces personnes ? Parce qu'on dit souvent que l'écologie est un peu à gauche. Corrigez-moi si je dis une bêtise. L'écologie est en France, en tout cas, l'écologie est à gauche sur les sujets sociaux et sociétaux. Ça, c'est une vérité. On en parlera sûrement tout à l'heure à propos de la question des retraites, par exemple. Après, effectivement, la sensibilité environnementale et la question du maintien de conditions de vie dignes sur notre planète et en France, ça touche tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche. Je pense que personne n'a envie de vivre 60 jours d'affilée à plus de 40 degrés l'été. On est sur la même planète finalement. Voilà, c'est ça. Donc oui, de toute façon, nous avons toujours été ouverts à la discussion avec tout le monde, excepté l'extrême droite. Ça, c'est un principe. Mais oui, si on peut collaborer, et en l'occurrence c'est plutôt localement sur ce genre de thématique, avec des gens qui se sentent plutôt de droite, travaillons ensemble sur certains projets, il y a pas de souci. Après, bien entendu, quand on a une vision plutôt de développement du capitalisme, les gens vont bien finir par se rendre compte qu'il y a un blocage logique dans la démarche. L'écologie ne peut pas aller dans ce sens-là. Voilà, l'écologie va vers plus de sobriété. Plus de sobriété,
une meilleure répartition des richesses, et c'est aussi une vision du monde où la croissance économique, en tout cas, ne peut pas être une fin en soi et un objectif permanent. On va parler du nucléaire. Alors voilà un sujet qui divise parce que aujourd'hui on a cette crise de l'énergie. On l'avait évoqué l'autre fois, mais elle continue toujours et encore. Elle va continuer vraisemblablement avec comme corollaire, évidemment, elle est en corollaire de cette guerre en Ukraine, en tout cas pour le gaz. Il y a les prix de l'électricité qui augmentent, ça pose un problème, l'inflation est là également. Le tableau est plutôt sombre et le tableau de l'énergie, c'est aussi essayer de produire notre énergie nous-mêmes. Alors, on parle de transition énergétique qui ne va pas assez vite, tout le monde est d'accord sur le sujet, mais on parle aussi de retour en force du nucléaire. Alors, faut-il avoir son petit réacteur chacun dans son jardin ? Je plaisante à peine. Oui, c'est une idée grandiose. Avec un petit composteur à plutonium, ça ira très bien. Mais alors sur ce coup-là, le gouvernement a quand même paradoxalement de la chance avec le réchauffement climatique qui a permis d'avoir un hiver à 14 degrés et donc d'éviter les coupures tant redoutées. Mais cet épiphénomène mis à part, la volonté de relance du nucléaire, c'est vraiment une fuite en avant. La solution n'est pas là et c'est un problème très franco-français parce que quand on regarde le mix énergétique mondial, le nucléaire est insignifiant et est même en dessous des énergies renouvelables qui sont maintenant en pourcentage bien au-dessus. Pourquoi on s'accroche alors au nucléaire ? C'est parce qu'on a besoin de produire de l'énergie vite, facilement, pas trop cher. Ça, je ne sais pas si c'est vrai en tout cas. Alors vite, facilement et pas trop cher, ce ne sont pas des qualificatifs que je raccrocherais au terme nucléaire. Regardez juste l'EPR de Flamanville, qui n'en finit pas de se terminer si un jour il arrive jusqu'au bout. Non, si on veut produire de l'énergie vite, facilement et à un coût raisonnable, faut se tourner vers le renouvelable. Ça, c'est clair et net. Mais pour terminer avec le nucléaire, ça reste aussi une idéologie d'un siècle passé, une sorte de fierté industrielle, mais assez mal placée au final. Et puis que faire de tous ces déchets qui dureront des dizaines voire des centaines de milliers d'années. Et le démantèlement des centrales qui a un coût assez astronomique au passage. Exactement. Et en Bretagne, on est bien placé pour le savoir avec Brennilis, qui là aussi est démantelé depuis des décennies. Mais alors Brennilis, en 2 mots pour nos auditeurs, c'est cette centrale à eau lourde qui se trouvait, centrale gaz eau lourde d'ailleurs, qui se trouvait à Brennilis, qui s'appelait EL4, qui était le seul et unique réacteur qu'on a eu en Bretagne. Voilà, c'est ça. C'est un seul réacteur expérimental, donc, et qui est en démantèlement depuis près de 30 ans, je pense. Un peu plus d'une trentaine d'années, oui. Voilà. Quand on sait qu'à l'heure actuelle, les centrales qui produisent ou qui pourraient produire si elles n'étaient pas fissurées comptent plutôt de l'ordre de 4-5 réacteurs. Donc, vous voyez le défi. Le nucléaire, donc, sujet qui va encore être sans doute abordé dans les semaines qui viennent avec cette accélération voulue par le gouvernement. On en reparlera en tout cas. Il nous reste quelques minutes. William Lajanne, on va parler des retraites. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Réforme des retraites. Réforme qui fait des vagues. Partir à 64 ans, bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise. Il faut que je développe plus, j'imagine. Voilà, vous avez un peu de temps. Je disais, il nous reste quelques minutes, il nous reste 7 minutes. Oui, non, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un mauvais projet. Tous les arguments qui sont mis en avant, que ce soit l'allongement de la durée de vie, le soi-disant déficit budgétaire, tout ça, ce sont aussi la diminution des inégalités. Tout ça, ce sont de faux arguments. Si on prend la question du déficit, par exemple, pour 2022, le régime des retraites n'était pas déficitaire. Alors oui, le corps... On prépare 2030, finalement. Oui, tout à fait.
Il y a le corps a fait des projections qui montrent que le régime sera déficitaire à cause de la démographie, de la pyramide des âges qui fait que les baby-boomers seront massivement retraités à cette période-là et l'espérance de vie fait qu'ils le seront pour, je leur souhaite, plusieurs décennies. Mais ce n'est qu'un passage, c'est transitoire et rien que sur la question, sur cette question budgétaire, lundi soir, j'étais à la projection d'un film, La très grande évasion, qui parlait d'évasion fiscale. Mmh. Quand on voit les chiffres d'argent qui partent hors de France pour échapper à l'impôt, si on se concentrait là-dessus, mais le déficit serait largement couvert. Donc ne nous trompons pas. La question n'est pas aller d'économiser sur des retraites, sur des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour ça, qui ont cotisé, alors qu'à côté de ça, il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui partent de France pour le bénéfice de quelques personnes qui ont déjà beaucoup trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Donc essayer déjà d'endiguer cette évasion fiscale qui pourrait remplir les caisses ou au moins contribuer à l'économie nationale. Oui, et quand je parle de l'évasion fiscale, ce n'est qu'un exemple. On voit aussi que le gouvernement se plaît à donner 100 milliards d'euros par an aux entreprises. Alors il y a des fois où c'est le bienvenu, la question ne se pose pas. Mais quand ça concerne des multinationales ou de grosses entreprises nationales qui délocalisent le mois d'après, il faut peut-être se poser des questions sur le bien fondé de cet argent, de ces subventions. Donc, non, la question budgétaire, elle n'est pas du tout bonne. En tout cas, elle est mal posée. La question de l'allongement de la durée de vie, c'est pareil. Oui, on peut montrer qu'il y a des gens qui vivent de plus en plus longtemps. Mais malgré tout, ça va être très marxiste ce que je vais dire, mais il existe toujours des classes sociales et il faut regarder l'allongement de la durée de vie et surtout de la durée de vie en bonne santé dans la stratification sociale. Et on voit qu'en fait, un allongement à 64 ans pour un départ en retraite, eh bien, les personnes qui sont actuellement les plus pauvres, les plus précaires, qui ont les métiers les plus difficiles, à 64 ans, commencent en moyenne les maladies graves et donc une fin de vie en santé, en tout cas plus difficile. Alors une réforme des retraites qui arrive dans un contexte particulier, on voit que la Chine a revu à la baisse sa croissance, 3%, ça leur était pas arrivé depuis très longtemps. On a une économie mondiale qui ralentit, on a l'inflation. Je dresse un tableau un petit peu noir là. Tout ça pour dire, est-ce que c'était le meilleur moment pour vouloir réformer les retraites ? Non, parce que là aussi c'est un faux problème. Ça reste une réforme idéologique. Désolé de tendre vers le rouge alors que je suis censé être vert, mais ça reste une histoire de lutte des classes au final. Et en l'occurrence, voilà, de l'exploitation des plus pauvres, des plus précaires, par celles et ceux qui ne connaissent pas la sobriété et pour qui l'abondance est toujours d'actualité. Justement, il peut y avoir alors j'allais dire un verdissement des retraites, permettez-moi le terme, mais est-ce qu'on peut imaginer un autre système aujourd'hui plus vertueux et peut-être en phase avec l'environnement, en phase avec le développement des industries de l'environnement qui pourrait peut-être abonder les régimes de retraite ? Oui, tout à fait. Alors on pourrait imaginer une cotisation peut-être plus élevée pour les entreprises les plus nuisibles environnementalement et socialement. Ce serait absolument pas absurde. Une sorte d'incitation par l'impôt à tendre vers un modèle plus écologique. Mais tout à l'heure, vous me demandiez si c'était opportun de faire cette réforme à ce moment-là. Et nous, chez les écolos, ce que l'on dit, c'est que non, parce que l'urgence n'est pas de repousser de 2 ans encore et encore l'âge de départ à la retraite. L'urgence, elle est de se dire, est-ce que dans 30 ans, on sera toujours sur une planète avec des conditions vivables ?
avec des conditions d'habitabilité dignes. Tout cet argent qui est injecté dans l'économie, malgré que notre président ne cesse de nous répéter qu'il n'y a pas d'argent magique, mais si, tout cet argent devrait être injecté au bon endroit, justement. Et la question, elle est celle de la transition écologique, de la transition énergétique, et tout ça dans des conditions sociales dignes. Vous allez aller manifester tout à l'heure, nous sommes jeudi, en ce 19 janvier, il y a ce grand mouvement à travers la France. Vous allez aller manifester, vous allez aller porter les couleurs des Verts dans ces manifestations. Oui, tout à fait. Pour cette journée de grande manifestation du 19, nous serons aux côtés des syndicats. Parce que, voilà, je vous le disais, le combat n'est pas celui de repousser l'âge du départ en retraite. Ça, c'est une fausse... c'est une réforme idéologique contre laquelle on se bat. Et pour nous, le problème n'est pas là. Et on espère bien faire reculer le gouvernement sur ce point-là. En une minute, allez, à peine une minute, vous êtes optimiste pour la suite? Vous pensez qu'il y aura un sursaut, une prise de conscience des problèmes écologiques, plus encore qu'aujourd'hui, des problèmes climatiques? Vous aimeriez finalement qu'il y ait un sursaut tel que le sursaut qu'il y a là pour dire non aux retraites? Ce serait vraiment magnifique, et plus que ça, ce serait nécessaire en réalité. Malheureusement, on voit que avec l'été que l'on a vécu, avec 3 phases de canicule quand même, des incendies en Bretagne, ce n'est pas très normal. C'est pas courant, non. Voilà. Un hiver avec des écarts de température par rapport à la normale encore plus importants que ce que l'on a vécu cet été. Même si on revient à un peu de fraîcheur. Voilà, ces derniers jours. On voit que le problème n'est pas encore pris, on va dire, au sérieux par la majorité de la population. La difficulté que j'y vois, c'est que on est habitué à vivre du jour pour le lendemain. On vit dans une temporalité très courte, et l'écologie, en fait, se prolonge cette vision à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors même que le réchauffement climatique s'accélère, hein, on est au-delà des prévisions qui ont été faites depuis longtemps. Donc oui, un sursaut serait le bienvenu. Les gens qui vont, en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent, avoir ce sursaut, sont les bienvenus dans tous les mouvements d'écologie politique, et nous les accueillerons pour continuer la lutte. Voilà, le message est passé, on va devoir se quitter. Je vais vous laisser aller d'ailleurs rejoindre les cortèges. William Lajane, co-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Bretagne, était notre invité ce matin dans la matinale, et on poursuivra la conversation nécessairement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.